Je suis Gabrielle Simon, diététiste. On va parler d'alimentation. J'aimerais vous proposer aujourd'hui deux sujets. D'abord, comment rendre un repas harmonieux. Et ensuite, on va parler de troubles d'alimentation. Mais avant, j'aimerais juste faire une petite mise au point. C'est que normalement, on est censé parler de troubles du spectre de l'autisme. C'est la nouvelle nomenclature. Et moi, pour faciliter, pour rendre ça beaucoup plus court, je vais parler d'autisme. Ma présentation s'adresse à des enfants qui sont à l'intérieur des courbes de croissance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de retard staturo-pondéral et aussi des enfants qui n'ont pas de problèmes médicaux, c'est-à-dire un enfant autiste en santé. Nous allons commencer par l'heure du repas. Pour certains parents, c'est difficile, pénible et même c'est très frustrant. Le repas s'accompagne de crises, de colère, de pleurs, de marchandage. C'est vraiment tout ce qu'un repas ne devrait pas être. OK? Alors, ce qu'on va voir, on va voir des façons de rendre le repas plus harmonieux. D'abord, la règle d'or de Eileen Satter. Eileen Satter, c'est une diététiste, psychothérapeute américaine. Il y a 30 ans, elle a élaboré une règle d'or qui aide les parents et qui fait baisser la tension à l'heure des repas. C'est elle fixe le rôle des parents et le rôle des enfants. D'abord, le parent, c'est lui qui décide le quoi. Quoi, ça veut dire qu'est-ce qu'on mange. On ne demande pas à son enfant, on va l'appeler Alex pour cette présentation-là. Alex, qu'est-ce que tu veux manger? Parce que Alex, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire tous les jours, 7 jours par semaine, je veux manger du macaroni Kraft. C'est le parent, c'est la mère, en l'occurrence d'habitude, qui va décider du repas. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas en considération, disons, les difficultés alimentaires de votre enfant ou sa sélectivité. Ça ne veut pas dire non plus qu'une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, vous ne demandez pas « Alex, vendredi, qu'est-ce que c'est que tu aimerais manger? » Et Alex va vous dire qu'est-ce qu'il devrait manger. Et la semaine suivante, c'est l'autre enfant, c'est le tour de l'autre enfant. Mais au jour le jour, c'est vraiment le parent qui décide du quoi. Ensuite, dans le rôle des parents, on a commencé par le quoi, on va aller au où. Où manger? Où est-ce qu'on mange? Ce que je vois très, très, très souvent, c'est que je vois un enfant dans le salon devant une télévision. OK? Je vois un enfant manger seul sur une petite table 1 heure avant les parents. Non, on mange à la table, dans la cuisine, en famille. Il y a un autre rôle qui est attribué aux parents, c'est le quand. Quand est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on mange toute la journée? Quand est-ce qu'on mange? Une autre chose que je vois encore très souvent, c'est que je vais voir des enfants grimper sur le comptoir de la cuisine, aller dans l'armoire, puis aller chercher des céréales sucrées, ouvrir la porte du frigo, verser un verre de jus. Enfin, des enfants qui mangent toute la journée. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bien, non, parce que vous arrivez au repas, par exemple au souper, vous avez un enfant qui n'a pas faim du tout. Alors, un enfant, ce qu'on veut, c'est 3 repas à heure fixe et au moins 2 collations. L'enfant a besoin de collations et des bonnes collations. Alors, le rôle des parents, je me répète parce que c'est extrêmement important, c'est de décider le quoi, qu'est-ce qu'il va manger, le où, quel endroit, et le quand. Maintenant, on va parler du rôle de l'enfant. Il est très, très important. L'enfant, il a juste un rôle, mais il est extrêmement important. C'est que l'enfant va décider combien il va manger. Ça veut dire que on ne force pas un enfant à finir son assiette, on n'essaie pas de le gaver, on n'est pas après l'enfant pendant 1h30 de temps à le forcer à manger. C'est l'enfant qui décide si oui ou non et combien il veut manger. Puis se rappeler aussi qu'un enfant, un jeune enfant, les repas ne sont pas toujours réguliers. Il peut prendre un très bon repas, 2 repas plus légers. Il peut prendre 2 bons repas, manger à peine au 3e repas. Alors ça, c'est tout à fait normal. L'enfant décide de combien il veut manger et c'est très important. Maintenant, on va regarder d'autres façons de rendre le repas harmonieux. Premièrement, la routine. Bon, ça fait partie, c'est une des caractéristiques de l'enfant autiste. Alors, profitez-en, servez-vous-en. La routine, excellent, surtout à l'heure des repas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Alex va commencer par serrer ses jouets.
Alex va aller laver ses mains. Alex vient à la table, s'assoit, même chaise, sur un apron, même couleur, mêmes ustensiles, et on s'assure que ses pattes, ses jambes sont vraiment à terre. Alors, on parle de routine. Puis vous allez voir, les parents me disent « Ah, on s'en va en vacances. Ah, c'est fin de semaine, ils mangent absolument rien. » Ben oui, c'est qu'on défait la routine. Sur semaine, ce que je vous suggère, les fins de semaine aussi, mais en temps normal, c'est routine, routine, routine à l'heure des repas. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire en sorte que l'enfant ait faim. Bon, ça, on en a parlé un petit peu. Si on a décidé quand on mange, bien, c'est sûr que votre enfant va avoir faim à l'heure du repas. Puis si vous avez un enfant qui mange pas tellement bien, devancez la collation. Normalement, on parle d'une collation 2 heures avant le repas, mais là, devancez-la. Mettez-la peut-être 3 heures avant le repas. En tout cas, vous faites les ajustements. Un autre conseil, suggestion, ne pas utiliser les aliments comme récompense. Bien, vous savez tout de suite pourquoi. Hein? C'est parce que quand on donne une récompense, normalement, c'est une récompense qui est sucrée et ça donne un statut supérieur à l'aliment. On veut pas ça. On veut que l'enfant, que ce soit de la viande, que ce soit du dessert, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, on veut que ce soit égal, OK? C'est sûr qu'on a des préférences, mais on ne veut pas mettre l'aliment récompense. En l'occurrence, d'habitude, c'est des biscuits ou du chocolat ou quelque chose de sucré, que c'est vraiment très haut dans la hiérarchie. Non, 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 on veut éviter ça. Impliquer l'enfant dans la préparation des aliments. Ça aussi, c'est vraiment important, surtout chez un enfant qui est très rigide et qui est très sensible. Alors moi, ce que je suggère l'été, par exemple, de faire un jardin. L'enfant va arroser, va cueillir les légumes, va les laver, va les préparer avec sa mère. Vous amenez votre enfant au marché, vous lui faites choisir des légumes, faites-lui choisir des fruits. À la maison, même un enfant de 3 ans va être capable de déchiqueter les laitues. Un enfant de 5 ans va pouvoir brasser les muffins. Faites-le vraiment vous aider. Faites-le membre de l'équipe, OK? Et on goûte. On se lèche les doigts. Important, c'est un jeu. On essaie de désensibiliser, mais tout en joie. L'autre conseil, manger en famille, bon, vous savez pourquoi, j'ai pas besoin d'expliquer, c'est que la famille, c'est le modèle, parce que c'est avec la famille qui prend le plus de repas. C'est sûr que si on sert à Alex du poisson, puis il n'y a personne qui en mange, bien, Alex, elle ne mangera pas. Si on sert des épinards à Alex, puis papa ne mange pas d'épinards, on ne lui en sert pas, c'est problématique. Alors, c'est important, les parents sont des modèles. Toujours dans les conseils pour avoir des repas harmonieux, on veut que l'enfant soit assis à l'heure du repas. Qu'est-ce qu'on fait pour un enfant qui court partout, qui ne s'assoit jamais? On peut, au début, mettre le repas sur la table et dire à Alex, quand tu viens manger, tu t'approches de la table et tu manges debout. Quelques semaines plus tard, Alex va être capable de s'asseoir à la table. Rappelez-vous qu'à la garderie, les enfants sont toujours assis, il n'y a personne qui court. Alors, Alex pourra rester 5 minutes, 10 minutes, puis ensuite prendre une petite course, une petite promenade et revenir à la table. L'enfant devrait être capable de rester 10 minutes sans bouger, j'appelle ça sans bouger, pas vraiment sans bouger, mais assis, tranquille à la table. Ce qu'on a aussi, c'est qu'on a le problème complètement à l'opposé. Si vous avez l'enfant qui mange en 1h30, 2 heures, le repas devrait durer maximum 25 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on avertit l'enfant, possiblement 5 minutes avant. Alex, dans 5 minutes, maman va enlever l'assiette. Alors, dépêche-toi, là, il te reste encore quelques bouchées à prendre. Et on enlève l'assiette. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'à la collation, admettons que l'enfant n'ait pas fini son repas au complet, c'est qu'on n'augmente pas la collation. On lui donne la collation, comme toujours, mais on n'augmente pas. Et aussi, on ne commande pas. Si Alex n'a pas mangé beaucoup, on ne commande pas et on ne fait pas de disputes, etc. Alors, si vous avez un enfant, par exemple, qui prenait 2 heures à manger, c'est sûr qu'on ne commencera pas de 2 heures à 25 minutes. On va commencer peut-être, disons 2 heures, on va aller à 1h15, 1h30, et ensuite, tranquillement, pour arriver à 25 minutes. Et on peut même mettre, je travaille avec des éducatrices qui mettent un timer. Je trouve que c'est une excellente idée quand il reste 5 minutes pour justement informer l'enfant. Et dans 5 minutes, l'enfant, il peut finir facilement son repas. Récompenser pour les comportements positifs, et ça, dans la littérature, il y a vraiment un consensus. Les enfants autistes
fonctionnent bien parce qu'ils sont habitués avec les programmes ABA. Alors, il y a un comportement positif, on le récompense. On peut toutes sortes de façons, mais on ne récompense pas avec des aliments. Ça peut être des collades, ça peut être un jouet qui est spécialement pour les bons comportements alimentaires, ça peut être une promenade en vélo avec papa. Vous êtes le parent, vous savez qu'est-ce qui peut plaire à votre enfant. Aussi, on parle d'offrir à l'enfant des choix dans le mode de préparation du même aliment. Par exemple, vous servez des carottes ce soir et vous savez que Alex n'aime pas les carottes bouillies. On peut demander, Alex, est-ce que tu voudrais avoir tes carottes pilées avec des patates, puis un peu de beurre? Alex, est-ce que tu aimerais avoir un bâtonnet de carottes avec ta trempette favorite? On peut faire des accommodements comme ça parce que, vous savez, l'enfant a eu beaucoup de sélectivité, beaucoup de rigidité. Alors, on veut l'embarquer. Alors, c'est important d'être aussi très souple. Également, si possible, permettre à l'enfant de décider de sa portion. Idéalement, c'est de servir, de mettre le plat, me mettre tous les plats sur la table et l'enfant peut se servir. Si vous croyez qu'il n'y a pas la motricité pour faire ça, si vous croyez que ça va être un dégât terrible, c'est qu'on peut toujours demander « Alex, as-tu une grosse faim aujourd'hui ou une petite faim? » Alors, dépendant de la réponse d'Alex, on sert une plus grosse portion ou une moins grosse portion. Il faut se rappeler que les enfants, là, il n'y a pas question de mettre des enfants au régime. Alors, si l'enfant veut une deuxième portion, aucun problème, on lui donne une deuxième portion. S'il refuse sa portion, il n'y a pas de problème. Et aussi, souvent, les parents me disent, est-ce qu'on donne un dessert à un enfant qui n'a pas mangé? Oui, absolument, parce que sinon, on met le dessert à un autre niveau et c'est ce qu'on ne veut pas faire. On veut que tous les aliments soient à peu près égaux. Alors, l'enfant a moins mangé, on lui donne son dessert, mais on n'augmente pas le dessert, on ne va pas doubler le dessert. Ceci dit, j'espère que ces suggestions pourront rendre vos repas plus harmonieux. Maintenant, on va regarder les problèmes d'alimentation. Il faut faire attention, il ne faut pas parler de troubles alimentaires, parce que les troubles alimentaires, vous savez, c'est l'anorexie, c'est la boulimie. On parle de problèmes d'alimentation. C'est assez fréquent chez les enfants autistes. On va en voir un, puis on va regarder, voir si c'en est un, puis on va voir c'est quoi une définition. Alors, on va parler d'Alex. Notre petit Alex, il a 5 ans, il ne mange que 6 aliments. Il mange des chicken nuggets de Burger King, des frites McDo, du macaroni au fromage Kraft, des puddings, compote de pommes, des craquelins. Est-ce que Alex a un problème d'alimentation? On va demander aux différentes personnes qui s'occupent d'Alex. Okay? On va demander, Alex va à l'école, alors on va demander au professeur, pensez-vous qu'il y a un problème d'alimentation? Le professeur va vous dire, Alex fréquente l'école, il n'y a pas de problème de concentration, parce que vous savez qu'un enfant qui ne mange pas, par exemple, un enfant qui ne déjeune pas, 11 heures, une baisse dans la concentration, puis il n'est plus capable de suivre. Mais le prof, il trouve les lunchs très monotones, mais il dit « Alex mange ». Pas de problème. Les parents sont un peu inquiets parce qu'ils ne veulent pas essayer de nouveaux aliments, mais le pédiatre dit il est dans la courbe, il y a un développement normal. Alors, les parents disent « c'est correct ». Maintenant, le médecin, le pédiatre dit « courbe de croissance normale, il est au-dessus du 50e percentile, il mange bien à chaque repas ». Alors, le pédiatre lui dit c'est un « picky eater ». Alors, les parents consultent une diététiste. La diététiste a dit bon, Alex prend des aliments dans chacun des 4 groupes. Alors, la diététiste a dit vu qu'il ne mange pas tellement bien, que sa variété n'est pas tellement grande, peut-être qu'il aurait besoin de vitamines et minéraux. Alors, on va suggérer à la mère de donner un supplément de vitamines et de minéraux. Là, on pense que Alex, pas de problème d'alimentation, mais on va juste regarder la définition de Douglas et Harris. Disons que c'est ma définition favorite de problème d'alimentation. Il y en a d'autres, mais celle-là, c'est ma favorite parce que ces auteurs disent qu'il y a un problème, c'est un niveau, si on a, et je m'excuse, un problème au niveau de la quantité. Avec Alex, il n'y a pas de problème au niveau de la quantité. Il y a un problème, c'est au niveau de la texture. Au niveau de la texture, d'habitude, quand on parle de texture avec des enfants autistes, on parle de texture croquante et texture molle. Craquelin, texture croquante. Pudding, compote, texture molle. Alors, on n'a pas de problème. Par contre, on va dire s'il y a un problème au niveau de la variété. Et avec Alex, on a vraiment un problème au niveau de la variété parce que Alex ne mange que 6 aliments. Et Alex, ces aliments, c'est tellement spécifique qu'il y a la marque au côté. C'est les frites de McDo, les nuggets de Burger King, le macaroni au fromage Kraft. Alors, c'est un enfant qui est très sélectif, qui est très rigide.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Avec les années, vous allez voir que l'enfant qui mangeait 6 aliments, la palette va s'élargir et il va en manger beaucoup plus. Moi, comme diététiste, si je vois un enfant qui est dans les courbes de croissance, donc on va commencer par quelqu'un qui sera en deçà du 50e percentile, mais il est toujours à l'intérieur des courbes de croissance. C'est un enfant que je voudrais qui gagne peut-être un peu de poids. Alors, je vais dire à la mère, augmenter les aliments qu'il aime, puis on va enrichir ces aliments. C'est ce qu'on va faire. Quelqu'un qui est au-dessus du 50e percentile, on va commencer soit à introduire un nouvel aliment ou introduire une nouvelle texture. Ça encore, c'est les parents qui décident. Est-ce qu'on veut commencer par un aliment ou on veut commencer par la texture? Pour mettre toutes les chances de son côté, on commence toujours par des aliments que l'enfant a déjà mangé ou une texture familière. Par exemple, si vous avez un enfant qui avait une alimentation cyclique, ça veut dire que pendant 3 mois, il mangeait il arrêtait. OK? Il ne voulait plus rien savoir. Et il recommençait avec un nouveau cycle. Alors, on pourrait prendre un des aliments du cycle. OK? On pourrait prendre un de ces aliments-là et le réintroduire. Ce qu'on pourrait faire aussi avec un aliment nouveau, on pourrait donner une bouchée de l'aliment nouveau, suivi d'une bouchée d'un aliment préféré, mais on est toujours dans le mets principal ou dans les légumes. Si on est un légume, ce sera un légume favori. On ne va pas donner une bouchée d'un nouvel aliment, par exemple un légume, avec une bouchée de dessert. On va donner du comparable. On pourrait aussi dire, si l'enfant comprend bien, je te demande de prendre une bouchée, tu peux le cracher. Okay? L'enfant a toujours le droit de cracher s'il n'aime pas. Ou on peut juste dire, porte-le à ta bouche. Et puis, le lendemain ou le surlendemain, on fera mettre dans la bouche. Le surlendemain, on lui fera goûter et il pourra cracher. Dites-vous que pour un enfant dit normal, ça peut prendre 5 à 15 expositions au même aliment avant qu'il soit accepté. Alors, vous imaginez un enfant autiste, on peut aller jusqu'à 25 fois d'essai. Alors, il faut être patient et ça donne des résultats. Maintenant, on va regarder une texture. Par exemple, si l'enfant aime une texture croquante, s'il aime les frites, OK? L'enfant aime des frites, bon, on peut faire, puis il accepte les frites maison, on peut faire des frites avec d'autres légumes, avec des patates sucrées, avec du panais. On pourrait faire, l'enfant aime les croquettes, on pourrait essayer des croquettes, par exemple, maison. S'il mangeait au poulet, on pourrait les essayer avec du saumon, très, très bon. Alors, on joue comme ça. Et quand on essaye un nouvel aliment ou une nouvelle texture, on n'arrive pas ça là, comme ça, là, puis dire, tiens, j'ai eu une conférence avec la diététiste, on va essayer ça ce soir. Non. Il faut en parler avec le papa, il faut en parler avec les frères, les sœurs, parce qu'il faut que tout le monde soit tout à fait d'accord et tout le monde embarque. Parce que si vous avez le papa qui défait ce que vous avez fait, c'est fini, il faut tout recommencer. Et on commence ça, pas quand on arrive de travailler à 5 heures, qu'on est bien fatigué, puis qu'on est un peu nerveux. On commence ça en vacances, pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on a un long fin de semaine. Il faut se donner les chances de son côté. Et juste avant de terminer, quelques mots sur les régimes. Les fameuses diètes. Dont on vante tant les mérites pour l'autisme. Actuellement, je dis bien actuellement, il n'y a aucune étude scientifique ou aucune donnée probante qui démontre que ces 10 régimes, peu importe le régime, a une influence positive sur l'enfant autiste. OK? Il n'y en a aucune. La plus populaire, celle dont on parle le plus, c'est vraiment le régime sans caséine et sans gluten. C'est la même chose. Il n'y a pas de données probantes ou pas d'études qui montrent un effet positif. Par contre, selon le docteur Timothée Buie de Boston, le docteur Buie, vous pouvez suivre ses conférences sur YouTube. Il est un gastro-entérologue pour enfants. Il a une forte clientèle d'enfants autistes et il dit que effectivement, il n'y a pas de données probantes, il n'y a pas de, comme je viens de mentionner, mais ça pourrait être bénéfique chez une très petite, une infime proportion d'enfants. Et c'est mieux, selon le docteur Buie, chez un enfant en bas de 3 ans. OK? Si vous l'essayez chez un enfant en bas de 3 ans, il faut essayer le régime 3 mois de temps. Et un enfant de 5 ans, il faut l'essayer pendant 6 mois.
Maintenant, le régime sans gluten et sans caséine, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit suivi à 100%. Si vous ne le suivez pas à 100%, ça donne absolument rien. Et il faut aussi que maman aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cuisiner ou qu'elle soit prête à acheter. Parce que du gluten, vous savez comme moi, il y en a partout. Et moi, je vous suggérais, si vous êtes pour commencer un tel régime, bien de consulter une diététiste pour vous assurer que votre enfant ne manque de rien. Aussi, si jamais on commence un régime, peu importe le régime, c'est complètement contre-indiqué pour un enfant qui a des rigidités et qui est très sélectif. Comme par exemple Alex qui mangeait seulement 6 aliments. Cet enfant-là deviendrait tellement maigre, il perdrait tellement de poids, il serait en deçà des courbes de croissance et vous vous retrouveriez avec un enfant qui a un retard de croissance. Une autre chose importante, si jamais vous commencez un régime, peu importe le régime, c'est d'avoir une grille d'évaluation. OK? Cette grille d'évaluation-là, vous pouvez la télécharger sur Internet, c'est marqué grille d'évaluation du traitement de l'autisme. Parce que sans ça, les parents sont très subjectifs et ils vont dire oui, il y a beaucoup d'améliorations. Et la grille, on la donne à l'école, on la donne à grand-maman, on la donne à la garderie, aux personnes qui sont vraiment en contact avec l'enfant. Pour les produits naturels, je vais juste glisser un mot. C'est la même chose un peu que même pas un peu, c'est exactement la même chose que les diètes, c'est que il n'y a aucune donnée probante qui dit qu'il y a un de ces éléments-là, un de ces aliments-là qu'on achète chez les produits naturels a une influence sur l'autisme. Et rappelez-vous juste que c'est pas parce que c'est naturel, qu'on appelle ça produit naturel, que ce n'est pas dangereux. Mais à l'heure actuelle, dépensez pas d'argent pour ces produits-là parce qu'il n'y en a pas qui ont une influence positive. Alors, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite bon succès et aussi beaucoup de plaisir. Au revoir.